C'est parti. Du coup, un petit laïus juste, pour me présenter avant toute chose. Je suis Myriam Metouchi, j'ai commencé ma carrière à Microsoft, du coup chez Bing Ads. C'est là que j'ai découvert en fait le fonctionnement d'un moteur de recherche et ça m'a vraiment passionnée. Par contre, du coup, on faisait beaucoup de publicité et au bout d'un moment, je voulais découvrir d'autres canaux. Du coup, je suis devenue responsable de la croissance, dans un groupe de formation et là, l'objectif, c'était d'utiliser un maximum de leviers digitaux pour générer un maximum de chiffre d'affaires, bien évidemment avec le minimum de budget et c'est là que j'ai découvert le SEO, la puissance du SEO qui représentait au final, 5 000 000 sur les 11 millions générés par le marketing digital et quand je me suis mis à mon compte, c'est devenu mon best-seller. Donc aujourd'hui, j'accompagne les entreprises qui souhaitent, avoir une présence pérenne, dans le search. Je coach aussi des marketeurs à travers ma formation, je coach des agences, sur ma méthode et voilà, aujourd'hui, je parle avec vous sur ce sujet qui est particulièrement trendy en ce moment. Donc, sans transition, on y va directement. Je suis déjà passée sur la SEO Garden Party, c'était en début 2024. À l'époque, j'avais, présenté en fait une méthode SEO pour propulser ses conversions en 3 mois et au final, là, je réalise en 2025 que cette méthode SEO, elle fonctionne toujours, ça c'est sûr. Par contre, elle, suffit plus du tout. En fait, le comportement de recherche, je pense que tout le monde l'a remarqué, il a énormément évolué. Là, je vous ai mis un graphique de Datos, qui est en fait une société qui appartient à SEMrush, qui a pas mal de données. Justement, ils ont des études qui sont très intéressantes, donc je vous encourage à aller les regarder. Globalement, ça nous montre que le search traditionnel a toujours le monopole, c'est ce qu'on voit en bleu. En revanche, on voit qu'il y a vraiment, un espèce de shift dans la recherche via les outils d'IA, notamment au premier trimestre, 2025. Tous les acteurs en IA ne se valent pas. Il y en a un qui prend la tête par rapport aux autres, c'est bien ChatGPT qui progresse et du coup, je pense que si on doit se focaliser parce que clairement on peut pas non plus, faire tout, en même temps. Je pense que si on doit se focaliser aujourd'hui, c'est sur Google qui domine le search traditionnel et sur ChatGPT qui domine, la recherche IA. Autre chose à prendre en compte, je pense qu'on en a tous entendu parler au moins une fois, c'est ce concept de zéro click search. Aujourd'hui, plus de 60 des recherches, ne mènent pas, en fait, à un clic. Ça, c'est quand même un shift, monumental. Donc nous, les autres, les marketeurs, on a toujours cet objectif de générer des leads, de générer des ventes et du coup, la notion de trafic dont on parle souvent, parce que moi, chaque année, quand je coach les marketeurs, ils me disent: «Cette année, j'aimerais générer plus de trafic, c'est vraiment mon objectif ultime» et cetera. Je pense qu'il faut qu'on revoie cette notion de trafic parce qu'elle est plus forcément aussi importante, qu'elle l'était, il y a quelques années. Donc au final, les marketeurs que je coach aujourd'hui et mes clients, ils sont obsédés, ils me demandent tous 2 choses. D'abord, c'est quoi l'impact de l'IA sur le search? Et 2, comment devenir visible partout? C'est les 2 questions vraiment qu'on m'a le plus posées cette année. Pour moi, en gros, le marketeur, il doit pouvoir se focaliser sur 3 choses. La première chose, c'est l'optimisation pour l'utilisateur. C'est vraiment la partie la plus importante parce qu'elle va permettre de connecter les autres canaux. Quand je parle d'optimiser pour l'utilisateur, je ne parle pas de regarder ce que le concurrent fait et de faire la même chose. Je parle de vraiment rentrer dans un cran au-dessus, de faire du profiling, discuter avec au moins une vingtaine de ses cibles, se rendre sur les forums, voir ce que les gens écrivent sur les forums, essayer de vraiment, vraiment rentrer dans le cerveau de sa cible. À partir de ce moment-là, on va recueillir des informations qui vont nous servir et pour Google et pour ChatGPT. Donc ça, c'est le fondement, la grande base. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que veut Google. Google aujourd'hui est concurrencé. C'est plus le monopole absolu comme avant. Donc il faut aussi se dire qu'est-ce qu'ils cherchent? Comment je fais pour leur faciliter leur travail au maximum pour qu'ils puissent maintenir leur monopole? Et ensuite, ChatGPT, acteur émergent, qui est une sérieuse compétition aux autres. Qu'est-ce que je fais, moi, pour faciliter son ingestion de mon contenu? Et en fait, l'ensemble des 3, c'est ce qui fait qu'on domine le search 2.0. Dans ce webinaire, du coup, vous allez apprendre comment on adapte son marketing à l'évolution du search. Je tiens aussi à dire que vous n'allez pas apprendre de hack. Pas de raccourci, pas de court-circuit, rien du tout. On est vraiment sur des techniques d'optimisation pérennes et durables. Et à la fin de ce webinaire, je vais vous parler, en tout cas, je vais vous livrer ce qui, selon moi, fait que d'ici à 10 ans, 20 ans, on n'aura pas forcément peur si on adopte cette technique en particulier.
petit disclaimer, personne n'a suffisamment de recul pour avoir des certitudes. On en est vraiment au balbutiement. On teste des choses sur nos clients, on apprend des choses. Il n'y a pas encore de prix Nobel du référencement. Donc voilà, je vous dis aujourd'hui ce que j'ai appris, ça va évoluer, je continue d'en apprendre tous les jours. Et j'espère que du coup, vous allez en tirer quelque chose de vraiment utile. Donc, pour commencer, la première chose qui me semble le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement des IA. Si on ne comprend pas le fonctionnement des IA, je ne vois pas comment on peut optimiser pour les IA. Donc là, on va vraiment voir les fondamentaux. On va devoir passer par un lexique avec des mots barbares, essayer de tenir le coup, de ne pas rush quit cette conférence. Même si au début, il y a des choses qui sont un petit peu floues, je pense qu'après, vous serez tous très contents de vous dire qu'en gros, grâce à ce concept-là, vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Le premier facteur, du coup, à connaître absolument, c'est l'embedding vectoriel. L'embedding vectoriel, si vous voulez, c'est une façon... En fait, l'IA va prendre un bout de texte, il va le transformer en un point qu'il va mettre dans un espace sémantique en fonction de son sens. Si ce que je viens de dire, vous avez absolument rien compris, c'est pas grave, vous allez comprendre dans les slides d'après. Je vous explique. En gros, il va attribuer un score à un mot. Ici, par exemple, le mot chat. Chat et félin, c'est relativement... la proximité de sens est quand même très forte. Donc là, on va mettre un score de 0,9. Il faut se dire que dès que ça tend vers 1, c'est que les mots ont une similarité de sens qui est très, très, très forte. Dès que ça tend vers 0, c'est que le truc n'a rien à voir. Donc là, ici, par exemple, chat, félin, c'est 0,9. Si je mets le mot chat et je mets le mot être humain, ce n'est pas exactement la même chose. Un chat n'est pas un être humain. Du coup, on va mettre un 0,1. OK ? En gros, l'embedding vectoriel, c'est vraiment ça. C'est vraiment mettre 2 termes, 2 bouts de texte, 2 phrases et créer en fait un espace sémantique pour essayer de comprendre lequel est proche, lequel est lointain. Donc, dans un exemple concret, en tant que marketeur, en tant qu'entreprise, si demain notre cible, elle tape sur ChatGPT, comment rendre mon site plus visible sur les moteurs de recherche. Si nous, dans notre article, on a mis des phrases comme le SEO améliore la visibilité d'un site dans les moteurs de recherche, ou encore optimiser ses pages aide à attirer plus de trafic organique, et en fait, on va pouvoir être plus facilement repris et cité par ChatGPT. Parce que là, en fait, on a construit une phrase qui est vectoriellement proche de la requête de notre utilisateur. Si en revanche, on se met à écrire des choses comme booster votre business en ligne ou nos services sont les meilleurs, etc., c'est trop vague, trop abstrait. Et du coup, on n'a pas créé cette proximité sémantique, ce qui fait qu'en fait, on ne sera pas cité, on ne sera pas repris, pas mentionné. OK ? Donc ça, c'est vraiment le concept le plus important. Je crois qu'après, on va vous envoyer les slides, donc pas de souci pour vous reposer dessus à tête reposée. Mais globalement, ouais, c'est vraiment un concept qu'on doit tous connaître en 2025. Autre concept, là, c'est un peu plus facile, c'est ce qu'on appelle le chunking. Le chunking, en gros, c'est l'art de découper son contenu par blocs indépendants. Il faut qu'on ait des blocs de contenu qui ne dépendent pas sémantiquement du reste du texte, pour que l'IA puisse le reprendre. Concrètement, avec un exemple, HubSpot le fait très souvent. Je vous invite à regarder régulièrement les blogs d'HubSpot, parce que je trouve que c'est vraiment une grande source d'inspiration en termes de contenu, d'organisation. Là, par exemple, on a un chunk parfait. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un template de calendrier social media, avec la réponse en dessous. Et en fait, ce chunk-là, ce bloc, ne dépend pas du reste du contenu. Ce qui fait que facilement, l'IA peut le reprendre. Donc ça, c'est très inspirant comme exemple. Donc ça, c'est le chunk. Autre concept, le source of truth. En gros, ça, c'est pareil, c'est relativement simple. En fait, c'est une ressource qui est considérée comme ultra fiable, ultra crédible, et qui fait autorité sur un sujet. Les IA, elles ont toutes des sources of truth. Elles utilisent des sources of truth. On en connaît une qui est Wikipédia. Forcément, le goal ultime pour n'importe quel marketeur ou entreprise, le goal, c'est de faire en sorte que sa marque soit une source of truth. Mais vous allez me dire, c'est pas possible de devenir Wikipédia du jour au lendemain ou même de devenir Wikipédia tout court. Et vous avez raison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin
d'être Wikipédia pour être une source of truth. Il y en a plusieurs autres. Par exemple, SEMrush est une source of truth en marketing. À force de créer du contenu, des études, etc., et ben en fait, ils sont relativement cités assez souvent dès qu'on parle de marketing. Et du coup, on en fait une source of truth. Autre chose, la presse, comme Le Monde. Le Monde est une source of truth. Si demain, vous faites des relations presse, que vous figurez sur Le Monde, et ben, là, c'est une démarche avérée pour faire partie d'une source of truth et être cité plus facilement sur les IA. Donc là, vous allez me dire: «OK, mais tout le monde n'est pas SEMrush, tout le monde n'est pas Le Monde». OK. Là, je vous donne l'exemple de Backlinko. Backlinko, c'est un média qui a été créé par l'expert SEO Brian Dean. Très connu aux US, un peu moins en France, mais Backlinko, en fait, à partir du moment où ils ont créé énormément de contenus à forte valeur, au final, aujourd'hui, non seulement ils ont été rachetés par SEMrush, mais en plus de ça, c'est devenu une source of truth pour les IA. C'est-à-dire que les IA, quand on pose des questions de SEO et cetera, souvent, elles vont citer Backlinko en référence. Donc c'est la preuve qu'avec du travail de qualité, même les marques les plus inconnues peuvent devenir derrière des sources of truth. Par contre, c'est clairement un travail chronophage et il faut s'accrocher. Un autre concept, c'est le RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc encore un mot barbare qui va juste expliquer un truc simple. C'est qu'en gros, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ChatGPT s'entraîne sur son corpus, sa base de connaissances. En gros, il a sa grosse base de connaissances. Jusqu'en 2023, il était limité à sa base de connaissances. Les gens se sont rendus compte que, du coup, s'il est limité à une certaine date, il ne peut pas te donner les informations les plus récentes. Du coup, ils lui ont donné l'accès à des sources externes. Le RAG, c'est tout simplement ça. C'est le fait qu'une IA va utiliser des sources externes qui ne sont pas, en gros, sa base de connaissances interne pour, en gros, traiter une information récente et répondre de manière fiable. Enfin, dernier concept, ça, c'est très important pour tous ceux qui rédigent et créent du contenu et je fais qu'encourager les gens à vérifier leur contenu avant de les publier. C'est le concept d'hallucination IA. Je pense que tout le monde l'a déjà vu au moins une fois, mais on ne savait pas forcément que ça s'appelait comme ça. Globalement, c'est le fait qu'une IA va citer, heu, va répondre en fait par une information complètement fausse, complètement à côté de la plaque, mais vraiment avec beaucoup d'aplomb, hein. Donc ça arrive encore, ça arrive moins qu'avant, mais ça arrive toujours. Un exemple concret. Donc ça c'est une capture qui date un peu, mais c'était en 2023, j'avais demandé à ChatGPT qui était le premier ministre français et à l'époque, donc c'était Élisabeth Borne et en fait, il me dit que non, c'est Jean Castex. Donc OK, l'erreur est humaine, mais si vous regardez bien la réponse, juste en dessous: «Je suis désolée, mais Élisabeth n'est pas le premier ministre français actuel. En fait, il n'y a jamais eu de premier ministre français du nom d'Élisabeth. Peut-être confondez-vous avec le nom d'une personnalité publique et politique française, nin 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 nin. Je peux confirmer que Jean Castex est actuellement le premier ministre français en fonction». Ça, les hallucinations IA, ils en faisaient énormément avant justement d'avoir cette opportunité de pouvoir utiliser des sources externes, mais ils en font toujours aujourd'hui et du coup, les contenus, moi, par exemple, quand je travaille pour mes clients avec des rédactrices, hem, il arrive très souvent que les rédactrices me remontent en fait des citations qui n'existent pas, des auteurs qui n'existent pas, des chiffres qui ont été donnés qui n'existent pas et clairement le travail de relecture est plus important que jamais. Donc ça, c'était le concept d'hallucination IA. Et enfin, pour clôturer ce chapitre sur le lexique, on va parler d'un concept qui est connu en SEO depuis plusieurs années, mais je préfère en reparler aujourd'hui parce qu'il est encore plus important qu'avant. On dit souvent que le SEO, c'est qu'une question de mots-clés, alors qu'en fait, ce concept d'entité, il devient de plus important que le concept même de mots-clés. En gros, une entité, c'est simple, c'est une personne, une marque, un lieu, un produit, un concept. Donc moi, Myriam Metouchi, je suis une personne. HubSpot, c'est une entreprise. Le SEO, c'est un concept. Et Paris, c'est un lieu. Quand on relie bien les entités entre elles, les moteurs de recherche et les IA sont capables de comprendre quelle est l'entité et elle se réfère à quoi. C'est-à-dire que en lisant, par exemple, la ville des Lumières, ils savent que c'est Paris et ils savent que c'est un lieu, en gros.
C'est pour ça que le concept d'entité, il est devenu beaucoup plus fort que le simple fait de reprendre des mots-clés, caractère par caractère. Aujourd'hui, les moteurs de recherche et les IA se basent énormément sur ce concept d'entité. Google a une énorme base de connaissances qui s'appelle le Knowledge Graph, dans lequel il stocke toutes ces entités. Donc, par exemple, ici, j'écris le Père Noël. Le Père Noël, c'est une entité. Le Père Noël, ils vont me mettre en avant, du coup, là, ce que vous voyez. Ils savent très bien que je parle du Père Noël, ils savent à quoi il ressemble. Si je dis un vieux bonhomme en rouge, Coca-Cola, tout ça, ils savent faire le lien. Et c'est pour ça que ce concept d'entité, il est vital pour votre marque, parce que demain, on doit comprendre votre marque, elle est associée à quoi, et il faut qu'elle figure dans la base de connaissances des entités. OK? Ça, c'était pour cette partie lexique. Cette partie lexique, elle va vous permettre de mieux comprendre cette partie optimisation. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, de qu'est-ce que je vais faire pilier par pilier une fois que je sais tout ça. Premier pilier, la technique. L'objectif, c'est d'être découvert correctement par Google et par les LLM. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour ça? La bonne nouvelle, c'est que les fondamentaux techniques, ils sont toujours d'actualité. Il faut toujours travailler l'accessibilité. Votre sitemap, il doit être propre. Le robot TXT, il doit être correctement configuré. L'indexabilité, elle doit être parfaite, ou quasi parfaite. On doit éviter d'avoir des pages stratégiques qui ne sont pas indexables. Tout ce qui est redirection en masse, les dupliqués, les contenus dupliqués, etc., c'est la pire chose pour votre indexabilité. Ça, il faut absolument que ce soit bossé. Autre chose, le fait qu'un contenu stratégique soit accessible en moins de 3 clics, c'est ultra important. La structure de votre site, elle doit être bien faite. Tout est propre et tout est bien travaillé pour faciliter le travail de Google. Et aussi, enfin, les performances au niveau de vitesse de chargement et surtout des Core Web Vitals. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce n'est pas important, les Core Web Vitals. Moi, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être travaillé avec attention. J'ai vraiment vu un avant-après en ayant des Core Web Vitals ouverts. Maintenant, pour les LLM, on a parlé de Google juste avant. Pour les LLM, la notion de données structurées, elle est ultra importante. La bonne nouvelle, c'est que si vous les travaillez pour les LLM, vous les travaillez aussi pour Google. On va dire plutôt, vous travaillez d'abord pour Google et ensuite, ça va marcher pour les LLM. Les données structurées, il y en a des dizaines, clairement. Tout est regroupé sur la bibliothèque schema.org. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Et là, on va parler de celles qui sont vraiment importantes. Pour les LLM, je parle du coup des propriétés about, mentions et same as. About, ça permet de connaître, en gros, le sujet d'une page. D'accord? Donc là, par exemple, ça va être l'IA générative. Mentions, ça va nous permettre de lier à des sous-sujets. Donc là, Google, par exemple, est un sous-sujet. ChatGPT est un sous-sujet. Et ensuite, la propriété same as, ça va permettre en fait de relier le sujet à des profils sociaux, par exemple. Donc, si par exemple, je donne un exemple concret. Là, je vais écrire un article. Dans mes données structurées, je vais mettre l'auteur, Myriam Metouchi, et ensuite, je vais mettre same as, et je vais mettre le lien de mon profil LinkedIn. J'associe l'entité Myriam Metouchi à mon profil social LinkedIn pour que, en gros, l'IA et Google comprennent mieux qui est quoi et qu'est-ce qu'il fait. OK? C'est un peu comme ça, en fait, que ça fonctionne. Je vous ai mis ici le détail des données structurées les plus importantes pour Google et pour les LLM. Donc, de toute façon, on va vous envoyer les slides, ne vous inquiétez pas besoin de rester pour tout lire. Mais pour résumer, les données structurées, organisation, personne, article, la page FAQ, how to, c'est comment on fait ci, comment on fait ça, et cetera. C'est ultra important pour les AI overview. On n'en a pas encore, mais il faut se préparer à ça. Product, c'est pour les e-commerce, et cetera, et cetera. Si vous avez ça, c'est déjà super. Si vous avez en plus les propriétés dont je vous ai parlé, about, mentions et same as, c'est top. Vraiment top de top pour les IA. OK?
Petit outil, je ne suis pas du tout rémunérée sur les outils, je tiens à le dire, donc tout ce que je vais vous citer jusque-là, ça vient juste du cœur. Et moi, j'utilise souvent sur les sites WordPress Rank Math qui permet de faire des données structurées gratuitement. Donc n'hésitez pas à installer Rank Math et à virer Yoast parce que vous allez vraiment voir un avant après. Si vous n'avez pas WordPress et que vous êtes sur Webflow ou autre chose, vous pouvez toujours vous entraîner à créer vous-même vos données structurées avec l'aide de ChatGPT. Globalement, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. En revanche, même si vous les créez avec l'aide de ChatGPT, n'hésitez pas à aller sur un outil de validation, comme l'outil de validation de Schema.org, ou alors vous avez aussi l'outil de validation de Google sur les résultats enrichis, dans lequel là, du coup, vous allez pouvoir copier-coller tout simplement votre code, et ensuite vous allez voir en exécutant le test si vous avez fait des erreurs ou pas. C'est important quand même. Si c'est important d'avoir des données structurées, c'est encore plus important qu'elles soient propres et qu'elles soient bien faites, qu'il n'y ait pas d'erreur dedans. Donc voilà. Autre sujet, dont on parlait sur la technique, on a parlé tout à l'heure du fichier robot.txt. Pas plus tard qu'il y a, 2 semaines, j'ai un client, qui me disait: «Oui, il faut absolument que je figure dans le classement des meilleurs, X, sur, ChatGPT et cetera, nin et quand il performait l'audit technique, dans le fichier robot.txt qui est en fait un fichier, qui est téléchargé en fait par Google et les IA. Je regarde dans le fichier en question et je vois que le GPT bot a été interdit d'exploration. Donc il avait vraiment zéro chance de voir son nom un jour cité sur ChatGPT, juste à cause de ces 2 petites lignes qui ont l'air toutes mignonnes et innocentes et qui en fait sont un vrai drame. Donc, je sais qu'il y a des entreprises qui préfèrent, interdire l'accès aux IA. Là-dessus, il y a pas de débat, chacun fait ce qu'il veut et cetera. Je dis juste qu'il faut que tout le monde soit au courant de pourquoi on a fait ça, est-ce qu'on l'a fait et si jamais vous le faites, essayez de mettre en commentaire, vous voyez le hashtag là avec la petite ligne, c'est un commentaire. Essayez de mettre en commentaire la raison pour laquelle vous l'avez faite pour les équipes futures. Si jamais vous changez de travail, vous partez ou vous travaillez plus avec ce client, il faut que les équipes d'après sachent pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Donc, OK pour interdire GPT bot, c'est votre choix. Moi, je le recommande pas du tout, clairement. Je recommande d'accepter, les IA. Mais quelle que soit votre décision, il faut vraiment le stipuler et que les gens le sachent. Encore un outil que j'adore et pour lequel je ne suis pas rémunérée, mais vraiment celui-là, je l'aime depuis, au moins 2020, je pense. Screaming Frog, c'est l'outil technique ultra complet qui permet de tout faire. Je trouve qu'il est simple à comprendre. L'UX est absolument ignoble, par contre. C'est vraiment pas un outil qui est beau. En revanche, il va permettre de voir quels sont les 404, il va permettre de voir ce qui est bloqué par le robot TXT. Vraiment un maximum de choses et je trouve que le prix est très raisonnable. Donc si vous ne l'avez pas, je vous recommande vivement de l'installer. En conclusion, du coup, techniquement parlant, quelles sont les pires choses que vous pourriez faire? Si vous voulez vraiment pas être visible sur Google, ce serait de ne pas avoir de page stratégique indexée. Vous avez plein de 404 sur votre site, voilà, par exemple des choses comme ça. Vous avez des contenus en double ou enfin bref, tout ce qui fait que Google sera bloqué à l'exploration et à l'indexation. Ça, c'est les premiers points que vous devez travailler absolument en profondeur. C'est les fondamentaux SEO, ils sont encore valables aujourd'hui, ils seront valables tant que Google aura une part de marché. Au niveau des LLM, eux, ils comprennent pas clairement le contenu qui est caché dans plein de scripts. Donc il faut vraiment vous assurer que votre code, il est propre et qu'on voit bien le texte. C'est important pour l'un comme pour l'autre. Évitez de l'interdire. Comme on l'a vu, on se dit que ça arrive aux autres, ça ne nous arrive pas à nous. Vérifiez quand même votre fichier robot.txt. Vous pourriez avoir des surprises. Faites attention à bien structurer et à bien définir vos entités. Techniquement, si vous respectez ces règles, donc screenez ce tableau, mais vous allez quand même avoir les slides, screenez-le au cas où. Si vous respectez ces règles, vous serez serein sur Google, vous serez serein aussi au niveau des IA génératives. Deuxième point maintenant, on va parler du pilier contenu. L'objectif de cette section, c'est d'être compris par Google et par les LLM. Donc globalement, pour Google, le contenu, c'est un ensemble. Plus on va dire, couvrir une thématique dans son entièreté,
plus on va devenir une référence, sur un sujet, OK? Donc eux, ils préfèrent les guides, les pages piliers, les grosses sections thématiques, ça ils adorent, c'est vraiment leur truc, leur dada favori, quoi. En termes de structure sur un contenu, il faut bien hiérarchiser. Avec l'OHN, le maillage interne, il est, au top. Les sections sont logiques. On a bien défini l'auteur. On sait qui a rédigé cet article et on sait quelle est son expertise sur le sujet, en quoi il est légitime de parler de ce sujet sur ce sujet. Donc ça, c'est des facteurs qui sont, indétrônables. Ça, c'est la base des bases. Autre facteur qu'on sous-estime énormément, c'est le côté mise à jour régulière. Moi, je ne vais pas vous mentir, je mets à jour très fréquemment les contenus de mes clients. Je vois vraiment une différence. Dès que je mets à jour un contenu, les jours d'après, je le vois remonter. Il y a vraiment un avant et après qui est fulgurant. Ça, c'est à cause d'un algo qui s'appelle Query Desert Freshness, qui est au cœur du fonctionnement de Google. Il faut vraiment se dire, si j'ai créé un contenu, je ne le laisse pas mourir pendant 1 an. Je fais en sorte, au moins une fois par mois, de lui faire un petit, coup de pinceau. Je vous donne un exemple de Casper, qui est du coup dans le matelas. Je trouve que l'exemple est assez parlant au niveau notamment des critères IATI, donc tout ce qui est autorité, expertise et confiance. Eux, ils sont dans le matelas, hein, honnêtement, on pourrait se dire qu'il y a pas besoin non plus d'aller chercher, quelqu'un de scientifique sur le sujet pour, signer ses articles et ses contenus. Bah, Casper l'a fait. Et je trouve que franchement, c'est un exemple qui est ultra inspirant. Là, on a Jonathan Eilenberg, qui est du coup l'auteur du contenu en question. Je crois que son nom est relié à un profil social LinkedIn, à confirmer, mais en tout cas, il est relié, clairement. Donc on parlait des entités tout à l'heure, le nom associé à un profil, c'est là qu'on va mettre, par exemple, un auteur, same as et le lien vers le profil social dans les données structurées. Et aussi derrière, en fait, on a une mini biographie. Qui est Jonathan? Pourquoi il nous parle de ça? C'est quoi sa légitimité sur le sujet? Là, je vois Cornell University, je vois des choses qui pèsent quand même pas mal. Donc déjà en tant qu'humain, j'ai envie de l'écouter plus. Déjà, ça me rassure moi de me dire: «Cette personne-là, c'est de quoi elle parle». Mais en plus de ça, c'est le même fonctionnement pour les bots, pour ChatGPT, pour Google. Ils vont adorer ce que vous voyez là. En dessous, il liste les sources. Moi, je trouve que c'est ultra pertinent de faire ça comme ça, d'ajouter les sources, de bien les citer et cetera. Ça fait un peu Wikipédia d'ailleurs, c'est marrant. Mais par contre, la seule recommandation que j'aurais fait, mais ça c'est juste, un ressenti personnel, je l'aurais pas forcément mis en forme de liste comme ça. Tout simplement parce que Google n'affiche pas entièrement les pages parfois. Il tronque à partir d'un certain nombre de mots qui est pas toujours défini et du coup, il peut passer à côté. Si votre page est longue et que vous mettez toutes vos sources à la fin, il peut passer à côté. Donc je dirais plutôt de mettre naturellement les sources dans le contenu. Ce serait un peu mieux. Mais bref, en tout cas, ça 20 sur 20, moi j'adore et je pense que les IA et Google adorent. Maintenant, donc on a parlé du fonctionnement de Google, là on va parler plutôt du fonctionnement des LLM. Comment ils perçoivent le contenu? Là où Google voyait ça comme un ensemble, les LLM, elles vont voir ça comme un puzzle. Et là, on va reprendre HubSpot, qui est vraiment le meilleur en termes d'exemple là-dessus. Là, on voit un chunk. Ça, c'est un chunk. On parlait tout à l'heure de blocs. Ça, c'est les chunks. La définition du CRM. 3 lignes pour expliquer ce que c'est. Et on va directement dans c'est quoi. Nanana et. Il y a pas de, on va mettre 5 phrases avant ou noyer tout dans du beurre avec plein de mots-clés, et cetera. Non, ça, c'est pas, ça ne fonctionne pas. Là, en 2025, on fait de la structure et on fait du synthétique. On voit aussi que, le bloc, le chunk définition, il peut vivre sa vie tout seul. Il peut être indépendant du reste de la page et ça, c'est pareil, les LLM, ils adorent. Le côté FAQ, c'est vital. Il faut que toutes vos pages stratégiques possèdent une FAQ. Ça, c'est vraiment, la base aujourd'hui. La FAQ, elle reprend des questions qui sont souvent dans la People Also Ask, le bloc que vous voyez avec les questions sur Google, avec des réponses qui vont droit au but. Il faut pas noyer sa réponse. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que je vois beaucoup de gens le faire. Il faut pas noyer sa réponse. Il faut que la réponse soit directement visible. Après, dans son contenu, on va essayer de travailler les entités et les relations entre elles.
Le Père Noël est un personnage, fictif inventé par Coca-Cola. Voilà. On va voir des exemples après, si c'est quelque chose d'encore un peu flou. La neutralité, quand vous écrivez, écrivez de manière neutre. Autant on dit souvent que c'est très stylé sur les réseaux sociaux d'être le maximum clivant, polarisant, et cetera. Heu, Sachez que les IA n'aiment pas ça. Les IA préfèrent le consensus. Elles préfèrent la neutralité. Donc on essaye de ne pas être trop original dans sa manière d'écrire ou d'exposer un point de vue ou quoi que ce soit. C'est le meilleur moyen d'être repris. S'appuyer bien évidemment sur des sources et des études comme on l'a vu, comme Casper l'a fait, juste avant. Des exemples concrets. Si j'ai envie de structurer mon contenu autour d'entités, clairement, je ne vais pas écrire: «Il existe plusieurs moteurs de recherche». Bon, déjà, c'est d'un ennui mortel, il existe plusieurs moteurs de recherche. Ce qu'il faut privilégier concrètement, c'est Google, Bing et DuckDuckGo sont des moteurs de recherche. Google domine avec plus de 90 de parts de marché. Là, j'ai mis mes entités, je les ai liées entre elles. J'ai les entités Google, Bing, DuckDuckGo, moteurs de recherche, tac, j'ai mis une relation entre les 2. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Quand on écrit du contenu, c'est ce qu'il faut faire. Plus qu'être obsédé par les mots-clés, le féminin, le masculin, tout ça. C'est vraiment là-dessus qu'il faut focus. Si par exemple, on tape la requête «Qui a créé les mignons?» dans Google, eh ben, il va me sortir tout de suite Pierre Coffin. Parce qu'ils savent que Pierre Coffin est la personne qui a créé, du coup, les mignons dans le film Moi, moche et méchant. Tout ça, c'est des entités qui sont reliées entre elles. Donc là, vous voyez vraiment la puissance des entités et pourquoi on fait ce travail-là. Exemple numéro 2. Là, on va plutôt parler des FAQ. Si ma question dans la FAQ, c'est comment nettoyer ses lunettes sans les abîmer. Mettons, voilà, je vends des lunettes, tout ça. Comment nettoyer ses lunettes sans les abîmer? Si ma réponse, c'est par exemple, c'est simple comme bonjour, tu peux utiliser de l'eau tiède, du savon, nanana. C'est pas la mort comme réponse, mais c'est pas le plus optimisé. La meilleure chose à faire, ce serait de reprendre une partie de la question. Pour nettoyer tes lunettes sans les abîmer, là, je contextualise. Et ça, c'est très bien pour les IA. Donc, pour nettoyer tes lunettes sans les abîmer, rince tes lunettes à l'eau tiède, applique une goutte de savon, blablabla. Après, tu mets ce que tu veux. Mais en gros, je reprends un bout de la question pour remettre en fait ma réponse au centre d'un contexte sémantique. OK? Sans noyer la réponse directe, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu 3 phrases pour avoir le résultat. Et ça, c'est une best practice. Troisième exemple, comment je fais pour relier mon contenu à d'autres points vectoriels? La pire des choses, ce serait de bâcler ces liens. Je vois beaucoup de contenus SEO qui n'ont pas un seul lien externe, pas un seul. Juste des liens internes et puis c'est bon, ça marche, c'est plié, c'est publié. Non, non, non. Il faut absolument maintenant, non seulement on ajoute des liens internes, mais on ajoute des liens externes vers des sources of truth. On l'a vu, le concept de source of truth est hyper important. Donc, essayez de trouver quelque chose sur Wikipédia. Franchement, ils ont tellement de sujets que je pense que ce sera relativement facile. Et là, je vous livre un site que j'adore qui s'appelle Statista, qui permet d'avoir des pourcentages, des études sur à peu près tout. Et pareil, c'est une source of truth, donc à utiliser, quand vous voulez sur vos contenus. Vraiment top. Ça, vous l'avez peut-être entendu parler, c'est devenu une best practice, très à la mode. C'est le fait d'ajouter un encart en résumé sur chacune de ces pages et bien évidemment, le plus haut possible. On fait ça beaucoup pour les IA parce qu'elles aiment pas se prendre, 1 milliard de contenus sans savoir, en gros, frontalement, c'est quoi la réponse à la question. Donc on ajoute un bloc en résumé avec les points importants, et en fait, les réponses claires et nettes, hein. Il y a pas de, on tourne pas autour du pot, clairement. Attention à un truc aussi que je vois souvent, c'est une erreur que j'ai vue. Ne pas confondre le bloc en résumé qu'on fait pour les IA, qu'on met au début d'article, avec dans cet article, vous allez voir ci et ensuite vous allez voir ça et ensuite on va conclure par ça. C'est pas un bloc en résumé ça, d'accord? En résumé, c'est vraiment la réponse aux questions brûlantes que traite l'article. Donc là, Indie le fait vachement bien, c'est une source d'inspiration, je vous invite à aller regarder leur blog, là-dessus. Enfin, on parle beaucoup d'optimiser pour les IA, d'être cité sur, ChatGPT et cetera. Je pense qu'il faut aussi ne pas oublier mais ça c'est le sujet de toute une conférence, mais quand même, il faut quand même en parler. Ne pas oublier de parler de chiffre d'affaires.
Parce que les AI overview, d'après une étude d'Ahrefs, 99,2 des mots-clés qui déclenchent une AI overview, c'est des mots-clés qui sont informationnels. Ça va être du comment, du pourquoi, qu'est-ce que et cetera. On va pas se mentir, ça nous apportait beaucoup de trafic ça. Hem, Ça n'a jamais été le fer de lance de la conversion ou du chiffre d'affaires. Donc se concentrer pour atterrir dans les AI overview, c'est important. Être mentionné par les IA, c'est important. Maintenant, il faut vraiment se focaliser, quand votre business model il est sur la vente et la conversion, se focaliser sur les mots-clés à intention commerciale et transactionnelle. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel outil. Vraiment prendre les mots-clés et les scorer par potentiel de chiffre d'affaires, par potentiel business. Et un petit tips, on parlait d'embedding vectoriel tout à l'heure. Les outils aujourd'hui ne montrent pas les embeddings vectoriels. Pour le moment, en tout cas, peut-être que ça va évoluer. Mais en gros, ChatGPT peut vous aider à lister des embeddings vectoriels. En gros, là, pour la requête acheter un CRM, je lui ai demandé une liste et il m'a mis acheter une solution CRM, achat CRM pour PME, achat CRM pour start-up. Donc ça, c'est top. C'est des choses que je sais que je vais pouvoir reprendre dans mes contenus. Je vais pouvoir en créer des pages là-dessus et ça va matcher carrément les IA. Ça va matcher aussi l'intérêt de Google si je ne suis pas trop redondant dans mon texte et que je sépare bien les intentions. Donc ça, c'est tout bénef pour tout le monde. Un petit disclaimer là-dessus. Les embeddings vectoriels que ChatGPT va vous lister sont des embeddings vectoriels, enfin, ChatGPT est votre truc de base, quoi. L'abonnement, même l'abonnement de base. Ça va être des trucs qui sont simples. Ça va pas être un embedding neuronal. Je vous donne l'exemple parce que ça a l'air barbare ce que je dis. Là, il me prend des trucs qui ressemblent à ma requête. Acheter un CRM, achat CRM pour PME, il n'est pas allé chercher très, très loin non plus. Donc, ça ne reproduit pas les capacités, les vraies capacités d'une IA. Pour avoir les vraies capacités d'une IA, à savoir recourir à une solution de gestion client, par exemple. Ça, ChatGPT tel quel, il ne va jamais vous le donner. La seule version qui va vous donner ça, c'est l'API d'OpenAI. Et là, c'est du Python, il faut scripter, enfin bref, c'est une horreur. Mais je suis dessus, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre en ce moment, qui va vous citer clairement, une liste d'embeddings vectoriels neuronaux, donc qui respectent en gros les capacités des outils actuels. Dans tous les cas, même si vous faites la recherche de base, c'est hyper utile. Donc en conclusion, pour le contenu. Désolée, c'est très dense, cette conférence. J'espère qu'elle vous est utile. Du coup, pour conclure, au niveau du contenu, la pire chose que je pourrais faire pour Google, ce serait d'avoir un texte superficiel, bourré de mots-clés. Le truc, il est long, on ne sait pas pourquoi. Il répond à l'intention de recherche, mais à côté de la plaque. Voilà. Là, je suis sûre et certaine que j'aurais ni l'AI overview, ni rien du tout, sauf erreur algorithmique. Et pour les LLM, le pire truc que je pourrais faire, ce serait d'avoir des blocs trop longs, donc les chunks qu'on a vus, mais version ultra long, dépendant du contexte. Donc le truc, je peux pas le prendre tout seul et le réutiliser. Je suis obligée de prendre tout le contenu dans son ensemble, ce qu'une IA ne fera jamais. Formulation floue, ambiguë, on n'a pas bien lié les entités et tout, voilà. Ça, c'est le pire truc qu'on pourrait faire en termes de contenu. À partir du moment où vous savez ça, vous savez du coup ce que vous devez faire pour avoir un contenu propre et sur Google et sur les LLM. Maintenant, on va tacler le dernier pilier, le pilier autorité. Où là, l'objectif, c'est d'être reconnu par Google et d'être reconnu par les LLM. On a parlé tout à l'heure du concept de IEAT, expertise, expérience, autorité, confiance. C'est vital pour Google, d'accord? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de publier des articles sans avoir un auteur identifiable qui a une expertise démontrée, une réputation solide. C'est plus possible de faire ça. Donc, il faut vraiment se focaliser là-dessus en premier. Deuxième chose, c'est d'obtenir des backlinks éditoriaux de qualité, depuis des sites médias, des blogs de référence. Si vous arrivez à obtenir un backlink d'un point .edu, un site .edu ou un site .gouv, alors là, je ne vous raconte pas le Graal, vous allez faire des jaloux. Mais du coup, voilà, ce type de backlink éditoriaux de qualité, ça fait vraiment la différence. Donc là, on n'est plus dans le jeu d'avant
où n'importe quel lien pouvait nous permettre d'améliorer son référencement. C'est devenu beaucoup plus compliqué que ça. Aussi, l'autorité, ça se travaille au niveau des liens, du maillage interne. Si vous créez un cluster thématique sur un sujet, là, vous allez faire office de référence sur ce sujet. Comme par exemple Back Market. Ils ont tellement fait de contenu sur le reconditionné que quand on se dit bah, reconditionné, on pense Back Market. C'est ça aussi le fait d'affirmer son autorité. Donc, faites ce travail chronophage, mais franchement, sur plusieurs années après, vous pourrez dormir tranquille. Les nouvelles règles, du coup, par contre, au niveau des LLM. Là, on a parlé de Google, maintenant les LLM. Les LLM, elles ont un fonctionnement un peu différent. C'est-à-dire que le backlink n'a pas vraiment d'impact, on va dire, pas directement. Il est préférable d'être cité sur plusieurs sites, de presse, de blog, des documents importants, etc., plutôt qu'un seul lien. C'est entre choisir, mieux vaut faire la multisource. Parce que forcément, il y a un effet de récurrence. Plus vous allez être mentionné dans des sites spécialisés, de la presse, etc., et plus là, vous aurez vos chances derrière d'être cité. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, fondamental, la chose la plus importante pour apparaître. Ne pas être polarisant, on l'a dit tout à l'heure. Être plutôt dans le consensus, être neutre. Quand on parle un peu comme Wikipédia, vous savez, dès que vous essayez, enfin, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de créer une fiche Wikipédia, c'est une horreur, j'ai déjà fait pour un client. Dès que vous essayez un discours tout petit peu commercial, ou même en fait, vous n'avez pas le sentiment que c'est commercial, eux, ils ont le sentiment que c'est commercial et ils vont vous flaguer. Les IA, ça fonctionne vraiment sur le même fonctionnement. Et ensuite, le multiformat. On en parlait au tout début de la conférence. C'est hyper important d'être présent sur une variété de formats. Donc, votre site internet, c'est cool. Les vidéos, c'est important. Les podcasts, c'est important. Les conférences, c'est important. Les posts LinkedIn, c'est important. Plus votre nom, plus votre marque va circuler, plus vous allez exister dans des corpus sémantiques qui vont être repris derrière par des IA. OK ? Et le Graal ultime, bien évidemment, c'est de figurer ou de devenir une source of truth. Donc, si vous avez une page Wikipédia, une page GitHub, n'importe quoi qui fasse office de source of truth, alors là, dans ce cas, c'est que vraiment, vous êtes bien parti, quoi. Faut pas oublier que même une petite citation sur Wikipédia pèse beaucoup plus lourd qu'un backlink sur un blog inconnu. C'est que pour une IA, c'est vraiment le fonctionnement cœur, on va dire. Concrètement, on a pris l'exemple tout à l'heure du CRM. Si moi, demain, je vendais un CRM, quels seraient mes premiers réflexes pour justement me faire mentionner par des IA? Eh ben, je ferais un partenariat avec ToolAdvisor. Il faudrait que mon CRM figure sur ToolAdvisor. Il faudrait qu'il figure aussi sur G2. G2 est vachement cité quand on parle de logiciel. Moi, j'ai beaucoup de clients dans le logiciel, c'est pour ça que je vous le dis. G2 est énormément cité. Donc, utilisez G2, utilisez Capterra. Et ce type de partenariat-là, voilà, ne faites pas qu'un seul. Essayez d'en avoir un maximum. Parfois, c'est coûteux, on va pas se mentir, et je pense que c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cet aspect-là, quand même, va devenir enfin, il faudra prendre en compte un budget concernant ce type de partenariat. Parce que certains acceptent de le faire gratuitement, mais beaucoup ont flairé le truc, donc et c'est normal, hein, chacun gagne sa vie comme il peut. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans son budget marketing, de plus en plus. Encore un exemple, le même Backlinko. Eux, du coup, qui sont devenus une source of truth, faut se dire que leur contenu est tellement qualitatif. Là, on voit que ce guide-là, qui est genre ultra long, qui couvre l'ensemble de l'intention de recherche sur le on-page SEO, il a généré plus de 24 000 partages sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des signaux, clairement, on se rend compte, même nous, en tant qu'utilisateurs, on arrive sur la page, on voit ça, on sait qu'on n'est pas sur une page qui va nous sortir des banalités, quoi. Ça, c'est vraiment j'encourage tous les marketeurs, toutes les entreprises à atteindre ce niveau de qualité. Moi, en tout cas, personnellement, c'est mon goal d'atteindre un niveau de qualité ultime pour que derrière, on puisse associer mon nom, ma marque à de la qualité, comme c'est le cas pour Backlinko. En conclusion, du coup, en termes d'autorité, ce que vous devez faire, créer des pages piliers thématiques. On l'a dit, Back Market l'a fait sur le reconditionné. Plus vous allez dominer votre niche avec
une page pilier, des pages enfants qui vont couvrir l'entièreté de votre thématique, plus vous aurez de chances d'être perçu comme une autorité, une sommité pour Google, plus vous aurez de chances d'être une source of truth un jour pour l'IA. Obtenir du coup, la deuxième chose, c'est d'obtenir des backlinks éditoriaux, donc des vrais backlinks de qualité qui pèsent, qui font la différence. Ça marche énormément encore pour Google et en fait, ça marche aussi indirectement pour les IA. Parce que le backlink en lui-même, c'est pas le truc qu'ils vont aller regarder, en fait. Mais forcément, si vous avez un backlink de la presse, ben, du coup, ça, c'est ils vont bien voir que vous êtes mentionné sur Le Monde, quoi, en gros. Donc ça, hop, c'est vraiment la deuxième chose à travailler énormément. Autre chose, backlink, OK, hein, mais il y a pas que les backlinks en 2025. Il y a un autre truc qui est ultra puissant que beaucoup d'entreprises commencent à travailler, c'est les mentions sans lien. Donc travailler, en partenariat avec un autre site pour qu'il cite votre site internet sans mettre de lien vers votre site internet. Ça marche énormément. Ça permet du coup de rejoindre le knowledge graph de Google et ça renforce votre fiabilité au niveau des IA. Donc, essayez de travailler en plus des backlinks, vraiment de vous focaliser aussi sur les mentions sans lien. Et ensuite, Wikipédia, bon courage, c'est horrible, c'est vraiment horrible comme expérience, mais si vous y arrivez, franchement, respect. La presse, tout ça, c'est toutes les sources of truth, essayez de figurer dessus. Et faire du multiformat. J'ai un article, j'essaye d'en faire un épisode de podcast, j'essaye d'en faire un post LinkedIn, j'essaye d'en faire un article sur Medium, etc., etc. Enfin, on arrive bientôt à la fin de cette conférence. On va parler du sujet, du coup, le facteur pour moi qui est vraiment le plus important pour être visible durablement. En réalité, j'en ai déjà souvent parlé tout au long de cette conférence, mais je ne peux que le répéter parce que c'est vital. C'est le fait de devenir incontournable sur sa thématique. Il faut que votre marque devienne une entité et pas uniquement un site internet. Il faut que votre marque, elle rejoigne le knowledge graph, en gros, la base de connaissances ultime des entités. Ça, c'est l'objectif pour être visible sur Google en permanence et pour être visible sur les IA. Je vous ai listé ici, du coup, un ensemble de plateformes, dont votre site internet, bien évidemment. Il y a aussi Wikipédia, Wikidata, hyper important d'être sur les deux. YouTube, LinkedIn, Medium, la presse, GitHub, Archive, les podcasts et aussi, j'en ai pas suffisamment parlé, les forums. Ultra important les forums pour le coup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant il y a de plus en plus de résultats Reddit dans les recherches qui ressortent vraiment dans le top 10. Pourtant, en France, on n'est pas non plus des utilisateurs. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment qu'on soit des utilisateurs chevronnés de Reddit comme ils le font aux US, mais je le vois très souvent. On peut que en déduire que c'est devenu une grosse base de connaissances pour Google. Les LLM le citent aussi, le citent très régulièrement, Reddit. Il suffit juste de demander à ChatGPT ce que pense votre marque, globalement. Ce qu'on pense de votre marque, vous allez voir que souvent, il va sortir Reddit. Et en parlant de ça, c'est devenu flippant, limite, le niveau, en gros, de connaissance des IA, à quel point elles vont fouiller dans le fin fond des forums, etc., pour trouver ce qu'on dit sur votre marque. Moi, j'ai un client qui est très récent. Ils ont lancé la boîte en 2023, voilà, très récent. Ils ont eu un jour des mauvais retours sur Reddit. J'ai tapé que penses-tu de la marque sur Reddit enfin, non, pas sur Reddit, juste que penses-tu de la marque sur ChatGPT, pardon. Ils m'ont mis une réponse, ils m'ont fait le condensé de ce que les gens qui étaient en colère ont mis sur la marque, avec genre une phrase pour dire que c'était bien. Tout le reste, c'était que du négatif. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point c'est puissant et c'est très, très flippant. Donc, travaillez à fond votre présence sur les forums. Participez aux forums, répondez aux questions. Essayez d'être là sans mettre des trucs commerciaux à tout va, mais en tout cas, soyez présents. Là, pour Nike, qui est une marque ultra connue, ils nous mettent quand même que le branding, il est puissant, qu'ils sont bons en innovation, et cetera, mais ils nous mettent aussi, hein, clairement, qu'il y a du greenwashing, qu'il y a de l'exploitation d'ouvriers au Cambodge, au Vietnam, et cetera. C'est vraiment très poussé. Donc, c'est bien pour les consommateurs, mais pour les marques, il faut quand même faire super gaffe. Autre chose, vous avez envie de savoir que pensent les gens sur votre marque ou votre secteur, et ben vous tapez la commande site reddit.com, entre guillemets, vous mettez la marque en question ou le secteur, et là,
vous allez avoir vraiment en live, ce que les gens pensent, ce qu'ils disent sur votre marque et donc là, franchement, pour Nike, ça donne pas une très bonne image. Heureusement pour eux, ils ont tellement d'argent et une présence tellement ancrée que, voilà, ça va pas changer leur face, mais ce genre de choses, ça peut détruire des marques. Donc faites très attention à ça. Donc, pour conclure cette conclusion, moi, le facteur, vraiment, ce que je vous recommande, c'est ma règle des 3 sphères. Vous avez une sphère propriétaire, qui est en gros votre site internet. À côté de ça, vous avez une sphère éditoriale, la presse, Wikipédia, les docs. Et enfin, vous avez votre sphère sociale, LinkedIn, YouTube, les podcasts, tout ça. Si vous conjuguez ces trois sphères, vous serez mémorable et vous serez visible partout. Donc, faites ce travail qui est long, mais qui, franchement, va vous apporter énormément sur les prochaines années. Voilà pour moi. On arrive au bout de ce webinaire. Merci beaucoup Myriam pour la présentation. Il y a eu pas mal de réactions dans le chat. Les gens ont l'air d'être Bravo. contents. Bravo pour la conférence. Merci, c'était dense. C'était dense. Il y avait un bon rythme. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué que tu as dit au tout début, c'est qu'on peut pas tout faire en même temps. Et c'est ce qu'on essaye de plus en plus d'entrer dans la tête des clients parce qu'avec justement l'arrivée de l'IA, ils veulent être présents sur toutes les IA, être présents sur tous les articles médias, être présents partout d'un coup. Et je pense que c'est ce qui change beaucoup. Le SEO avant, c'était très, justement technique sur le site et aujourd'hui, ça s'ouvre plus, au côté marketing, d'être présent, sur les réseaux sociaux, d'être présent, dans les médias, d'être présent un peu partout. Et aujourd'hui, si vous ouvrez que maintenant cette partie-là, vous pourrez jamais faire tout en même temps, ou alors ça peut être compliqué, ou alors il va falloir un gros budget et je pense que c'est important de garder en tête justement, de se fixer des priorités. Ouais. Bah, oui, oui, là-dessus, je te rejoins. Je pense qu'il faut pas se disperser, mais par contre, il faut avoir un plan d'action parce que la majorité des choses vont prendre énormément de temps et ça va être, ça va être en fait des résultats qu'on va voir au fil des années. Moi, je pense que dans la checklist, par exemple, c'est bien d'avoir, je sais que ce mois-ci, je vais travailler mes backlinks. Les backlinks, on sait qu'on doit les travailler régulièrement. Mais je vais en profiter aussi pour essayer de travailler des mentions sans lien. Voilà, au passage. Et puis au passage, si j'arrive à créer ma page Wikipédia, c'est top. Le seul truc sur lequel je dis qu'il faut faire attention, c'est que là, pour le moment, on sait sur quoi se focaliser. On sait qu'on peut se focaliser sur Google et on peut se focaliser sur ChatGPT. Moi, je dis juste Perplexity, Claude, tout ça, c'est important. Mais si on se met à regarder le fonctionnement de chacun pour essayer de lancer des actions qui sont ciblées Perplexity, ciblées Claude, et cetera, je pense que là, on peut vite se perdre. Clairement. Donc, s'occuper des challengers, en gros. Et puis c'est ce que tu disais, il y a pas non plus il y a pas de hack, il y a pas de court-circuit, ça prend du temps et Ouais. ouais, faut y passer un petit bout de temps. On avait une question qui est passée. Que penses-tu de l'arrivée des RSL, et de la potentielle adoption par les sociétés IA vis-à-vis de la réglementation, RGPD, et cetera? Je sais pas si toi tu as une Moi, j'ai pas du tout d'opinion là-dessus. Très franchement, j'en ai pas. C'est pas quelque chose qui concerne directement mon métier, donc pas de réponse à apporter là à cette question en particulier. OK. Je sais Il y a pas une si question, il y a une question de Damien. Je me permets de la poser parce que c'est un ami, donc bonjour Damien. Bonjour Damien. Merci, tu as créé une page Wikipédia. As-tu déjà créé une page Wikidata? Si oui, est-ce que tu sais comment la faire tenir dans le temps? Car la sienne a été supprimée. Il a fait un test et ça a été supprimé. Non, mais alors non, non, alors là, ça, c'est pareil. C'est les 2 pires choses. Oh, mais vraiment, c'est horrible. Wikipédia, je me souviens, j'ai pété un plomb. Ça a dû durer, je crois, 2 mois de, «Je te banne et vas-y que tu peux revenir et vas-y que» non, ça c'est non, franchement, de la patience, de la neutralité au maximum et puis refaire, refaire, refaire et puis cette passion, quoi. Franchement, j'ai pas de hack ultime là-dessus. Ils ont un système, mais horrible. Donc bon courage. Après, est-ce que du coup, on peut se dire que c'est peut-être bien dans le sens où ça permet d'éviter les personnes Ouais. malveillantes, entre guillemets, à faire tout et n'importe quoi avec Wikipédia, peut-être? Ah bah, il y a tellement de cerbères sur Wikipédia que oui,
Je franchement, pense qu'il y a un peu de tout, quoi. Donc, je pense que mine de rien, dans l'absolu, c'est peut-être bien que ça soit un peu «dur» entre guillemets ouais. pour, neutraliser un peu tout ça, quoi. Non, non, mais ça c'est clair. Mais les marques qui sont arrivées à être dessus de manière pérenne et tout, franchement, c'est moi Ah j'ai de ouais. l'admiration pour ça, hein. Franchement, ouais. On va essayer de les avoir en conférence alors, ça peut être Bah intéressant. oui, ça c'est une expérience intéressante ça, pour le coup. Ouais, Et pour on le a une coup. question de Julien, je me permets de la poser parce qu'on, Vas-y. elle me semble assez intéressante. Est-ce qu'un backlink acheté dans Le Monde justement, qui sont des gros sites qui publient des dizaines d'articles par jour, donc tu vas publier un backlink qui va être assez profond dans l'arborescence du site. Est-ce qu'il reste pertinent selon toi? Bah, franchement, je dirais que oui. Après très difficile, tu vois, d'avoir une étude et une comparaison avant-après ou quoi que ce soit. Il me semble que parfois, ils disent clairement que c'est sponsorisé et tout et je pense que ça a quand même un impact. Maintenant, si la mention, elle est présente, c'est toujours mieux que rien du tout. Maintenant, si on doit se dire, moi demain, en termes de priorité, si mon client me disait: «Voilà, il faut absolument que je sois cité par Google, les IA et tout ça», hem, je pense que j'essaierai de multiplier dans un budget respectable ma présence dans des sites à forte autorité, plutôt qu'essayer à tout prix de payer 3 000 € un seul backlink, Le Monde. En gros, à choisir pour le moment. C'est ce que OK. je ferais. Sinon, ce qui est bien et c'est une bonne pratique, mais c'est plutôt les grosses boîtes qui le font, Back Market le fait souvent, c'est qu'ils publient leurs rapports écrits annuellement, ultra détaillés et tout et forcément ça après derrière Repris. c'est repris gratuitement par, les gros médias. Hem, Ça, si tu travailles pour une grosse boîte, c'est pas mal. Ce que tu disais sur les mentions sponsorisées, nous, on fait de plus en plus de médias chez Links Garden, on a pas mal de médias et aujourd'hui, c'est devenu c'est des mentions légales, ils sont dans l'obligation de mettre la mention sponsorisée. Alors je sais que ça plaît pas aux annonceurs, mais aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un média qui accepte de le faire sans mention. Ouais, 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 ça j'ai vu, ouais, du coup, dans le code et tout, qu'ils le mettent. Mais OK, hein, c'est toujours bien. Je veux dire, ça reste quelque chose de bien. Mais je pense qu'ils doivent savoir faire la différence entre un truc qui est naturel Mmh. et quelque chose de plus artificiel, on va dire. Il faut varier, c'est comme tout, il faut faire un peu de tout et surtout les liens sur les énormes sites de médias comme ça, il faut les travailler à côté. Ça Oui, rien, complètement. je veux dire sans le travailler à côté, j'y vois pas un réel intérêt, en tout cas sur la durée, quoi. Ça pour le Oui, c'est coup, vrai. Et puis, c'est quelqu'un de chez vous qui m'a dit il y a pas longtemps que vous faisiez aussi des mentions de marques sans lien. Oui. ouais, on Ça, y je trouve vient, ça on y génial. vient. Ouais, bah, il faut C'est se vraiment génial. diversifier. Je pense que Mmh c'est mh, ça mmh. le secret de tout, c'est se diversifier dans les sources, quoi.